Alors c'est vrai que quand on regarde les chiffres, sur les 12 derniers mois, le ralentissement de l'inflation est assez impressionnant. On était, pour rappel, à 3,7% d'inflation sur un an, il y a un an. Aujourd'hui, on est à 1,3%, c'était en décembre, selon les derniers chiffres de l'INSEE. Bonjour Mathieu. Bonjour David, bonne année. Mathieu Plane, bonne année, Oui, plein de bonnes choses. Directeur adjoint du département d'analyse et prévision de l'OFCE. Une hausse des prix qui a été divisée par 2 en un an. Le reflux, je le disais, il est spectaculaire quand même. Oui, il est tout à fait spectaculaire. Il a été même plus fort que ce qu'on pouvait anticiper en réalité. Il y a de ça encore un an ou un an et demi. Effectivement, on est revenu dès l'été, j'allais dire, en dessous des 2% en glissement annuel. Il faut rappeler que c'est des glissements annuels, donc c'est l'évolution des prix sur un an. Ce qui est quand même assez important. Et on voit que ça se poursuit. C'est-à-dire qu'on est largement en dessous des 2% aujourd'hui. Et il faut savoir que c'est quand même très largement lié au l'énergie. Oui, en fait, c'est pas tellement la hausse des taux, parce qu'on pourrait penser que c'est les réactions de politique monétaire, que la hausse des taux qui a pu Donc quand le gouvernement, la Banque de France dit on a fait le job, la BCE a fait le job. Ils ont fait le job sur autre chose, c'est-à-dire que ça peut être discutable et discuté d'ailleurs, est-ce qu'il fallait remonter les taux autant ou pas. C'est plutôt sur les anticipations en fait d'inflation, cette remontée des taux, éventuellement sur les effets par rapport au taux de change. Mais si vous voulez, la remontée des taux, elle vise à freiner l'économie. Et ralentir la demande pour freiner cette inflation. Or, on n'était pas dans une situation de demande très vive, en réalité. Regardez la croissance. On n'est pas aux États-Unis. Quand on a une croissance à 1%, on ne peut pas dire qu'on soit avec une dynamique très forte. On a une épargne très élevée, on a une consommation qui est plutôt stagnante. Si la BCE n'avait pas augmenté ses taux, on aurait le même niveau d'inflation aujourd'hui. C'est très difficile de répondre. C'est très difficile. On serait peut-être un peu au-dessus, mais ça serait assez intéressant d'ailleurs d'avoir. Il faut voir les simulations. Mais en fait, la hausse des taux, d'abord, elle a des effets qui sont très décalés dans le temps. Il faut juste le rappeler. La hausse ou la baisse, les effets pleins, c'est entre 12 et 18 mois. Donc vous voyez déjà, il y a un temps de latence qui est important dans la transmission de la politique monétaire. On a commencé à augmenter ses taux il y a 2 ans. Oui, c'est ça. Donc, voilà. Et donc en fait, les effets seraient plutôt aujourd'hui. D'ailleurs, on voit encore des effets qui sont plutôt négatifs sur la croissance aujourd'hui liés à la hausse des taux passés. D'ailleurs, petite parenthèse, nous par exemple sur 2025, on attend un soutien à l'économie, à l'activité qui est liée à la baisse des taux qui a commencé déjà à l'été 2024 et qui va avoir un effet plutôt important sur le second semestre 2025. Donc tout ça est assez long. Mais la bonne surprise, alors la bonne surprise pour l'inflation, peut-être un peu moins pour l'écologie, ça a été le reflux important du prix des hydrocarbures en réalité. Qui explique l'essentiel. Bah oui, personne n'avait du reflux de l'inflation. Exactement. Si vous prenez en 2023, très peu avaient comme des prévisions, par exemple sur les prix du gaz, notamment, qui ont baissé quand même beaucoup, sur les prix du pétrole, notamment, et du coup sur le prix de l'électricité aussi par conséquence, d'ailleurs avec le redémarrage des centrales nucléaires, etc. Ce qui fait que ce reflux des prix de l'énergie, beaucoup plus marqué que ce qui était anticipé, en fait, a participé à revenir dans les clous. Après, oui, allez-y. Non, parce qu'il faut quand même bien rappeler ça, c'est que 2022-23, on a une inflation, si je prends la France, on est à 5,2 d'inflation. C'était ma question en fait, la bosse d'inflation, le cumul d'inflation sur 22, 23 et 24, on a combien en cumul? Vous avez 5,2 mémoire, on a 5,2. Il y a 5,5. On a 5,2 je crois, 4,9, donc ça fait un peu plus de 10. 10. Là on a 2, donc vous voyez, on est autour des 13%, quoi, on va dire. On s'est pris 13% d'inflation. On s'est pris 13% en 3 ans. Et encore on a sur l'alimentaire. Hausse des prix. Et sur l'alimentaire, on est à 20. En fait, on est à 20. Donc, en fait, on a passé cet épisode inflationniste. C'est-à-dire que l'inflation revient dans les clous, c'est-à-dire qu'elle est maîtrisée. Ça ne signifie pas qu'elle baisse, et ça, on l'a tous compris. Les prix, eux, il y a une marge d'escalier. Les prix ont une marge d'escalier. Et alors, la question, c'est que les salaires, quand on regarde l'évolution des salaires sur la même période, c'est un peu moins que l'inflation. C'est-à-dire que sur les 3 années, si vous prenez, on est plutôt autour de 13% de hausse des prix cumulés. Les salaires, on est plutôt autour de 11. Donc en fait, une perte de 2 points de pouvoir d'achat. Voilà, on a quand même du salaire réel. On a effectivement une perte de 2 points. Donc voilà, on voit que cet épisode se referme. Pour autant, effectivement, la bosse est derrière nous, mais on n'a pas amorti tous les chocs. C'est-à-dire que, par exemple, sur la question du pouvoir d'achat, il y a encore des effets décalés, quoi. Ouais. Après, juste, je sais qu'il y a une petite querelle de chapelle entre l'INSEE qui nous dit donc 1,3% d'inflation en décembre sur un an et l'indice IPCH d'Eurostat qui nous dit que l'inflation en France était de 1,8. Ça fait comme 0,5 points d'écart. Qui a raison, qui dit vrai ou alors ça ne mesure pas la même chose?
Alors, ça vise à mesurer l'inflation globale. Il y a un panier, il y a un panier. Voilà, donc c'est il faut expliquer d'ailleurs, peut-être en 2 secondes, comment est-ce qu'on arrive à un 3 parce oui, alors, c'est un indice synthétique, en fait. Hein. L'inflation, d'ailleurs, on peut le constater, c'est-à-dire qu'on donne un chiffre, alors même que les prix, on voit qu'on a des prix de biens manufacturés, on a des prix dans les services, on a des prix de l'agroalimentaire, bon bref. Et tout ça va être résumé sur un seul bien, un seul produit, pardon, un seul indice qui est agrégé, qui est la pondération, qui est censé correspondre la structure de notre consommation. Exactement. Moyenne, hein, donc ça veut dire aussi que selon les types de ménages, vous pouvez être assez loin de cette moyenne. Hein. Ouais. Et donc par exemple, typiquement, on a 16% de l'indice, c'est de l'alimentaire. 9% c'est de l'énergie. Comme si 16% de notre budget était de l'alimentaire. Ça, c'est la moyenne constatée par l'INSEE. Et après, vous avez des services, etc. Donc cette structure peut être plus ou moins, d'abord elle peut être plus ou moins figée dans le temps parce que ces pondérations peuvent évoluer, premièrement. Et puis en fait, il y a des modes de calcul, par exemple, comment vous intégrez bien le logement. C'est toujours quelque chose de très compliqué, le logement. Est-ce que c'est les loyers versés? Est-ce que vous mettez les loyers implicites? Il y a pareil sur les produits de santé, les remboursements de santé. Et en fait, ça devient très très technique. Donc l'indice de prix à la consommation harmonisée européen a une pondération un peu différente, en fait, de celui français. C'est pour ça qu'on a des petits décalages. Et c'est ce qui fait que beaucoup de gens qui nous regardent se disent « je ne me reconnais pas dans ce panier de consommation ou dans ce budget-là ». Voilà, tout à fait. Et d'ailleurs, je crois que l'INSEE a mis en place un simulateur pour les gens qui veulent simuler leur propre inflation. C'est génial, ça, dis donc. Ah oui, et donc vous pouvez intégrer, vous dites, voilà, moi, par exemple, je consomme plus de transport que la moyenne, un peu moins d'alimentaire, un peu plus de logement, etc. Et ça vous donne votre inflation moyenne. Et donc, c'est vrai que ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on a eu un double phénomène ces dernières années. C'est que d'abord, on a eu un pic d'inflation qu'on n'avait pas connu depuis 35 ans. Au pic, on était à 6, 8. On est à 6,3. Ouais, c'est ça. Un peu plus de 6. Donc ça, il faut revenir au milieu des... Enfin, c'est plutôt 83, 84, je crois, pour être à peu près à ça. Donc ça veut dire, c'est pratiquement 30 ans. Plutôt 40 ans, pardon, même. Donc c'est beaucoup, ça ne nous rajeunit pas. On a connu cette période. Surtout vous. Oui, surtout moi, mais je crois que vous aussi. Et bref, tout ça pour dire que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux choses. C'est qu'on n'avait pas eu cet épisode inflationniste depuis quasiment 40 ans, premièrement. Et deuxième chose, c'est qu'en réalité, tout le monde n'est pas exposé de la même façon à l'inflation. Et l'inflation passée, elle a été tirée par deux composantes qui sont l'énergie, d'une part, 2022, et après l'alimentaire. Or, selon les types de ménages, votre composition énergie ou alimentaire n'est pas la même. Et donc, ça veut dire que les ménages qui ont été le plus heurtés par l'inflation, c'est plutôt d'abord les ménages qui étaient périurbains ou en zone rurale. Pourquoi? Parce qu'ils consomment plus d'énergie, parce qu'il y a du transport. Souvent, il y a la maison aussi qui peut être plus grande, etc. par rapport à des centres urbains. Donc, c'est plutôt eux qui ont été victimes de l'inflation dans un premier temps. Et deuxième temps, l'alimentaire, le poids de l'alimentaire, il est d'autant plus élevé dans votre consommation que vous êtes un ménage modeste. Parce qu'en fait, c'est une dépense primaire, quelque part, donc un peu incompressible. Alors, on peut la compresser un peu, mais on voit que ça y a une limite. Et donc là, on voit que ça a été plutôt les ménages modestes. Donc, selon votre situation sociale, selon votre lieu d'habitation, en fait, vous n'avez pas été exposé de la même façon à l'inflation. Et donc, ça crée aussi une hétérogénéité, des inégalités face à l'inflation. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'aussi, les revenus de chacun n'ont pas évolué de la même façon face à l'inflation. Par exemple, si vous êtes retraité ou actif, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose si vous êtes cadre ou si vous êtes ouvrier, si vous êtes au SMIC ou pas. Et donc, vous voyez, un éclatement, en fait, des situations de pouvoir d'achat face à cette inflation. À la fois du côté de l'inflation et à la fois du côté des revenus. Bien sûr. Et donc, c'est là où je m'en garde là-dessus, c'est que souvent, on a tendance à commenter des moyennes, comme cette inflation, ou le pouvoir d'achat. Enfin, la tendance, elle est claire. Je veux dire, voilà, la tendance est claire. Mais par exemple, sur les questions de pouvoir d'achat, vous voyez qu'en fait, autour de ces moyennes-là, il y a des situations qui sont très hétérogènes en réalité. On sait qu'il faut du temps. Une fois qu'on s'est pris 13% d'inflation en moyenne, sur 2 ans et demi et 20% dans l'alimentaire. Je note d'ailleurs que dans l'alimentaire, aujourd'hui, l'inflation, c'est 0. On était à 7% d'inflation il y a un an. On est à 0 aujourd'hui. À quel moment les ménages, en général, encore une fois, vont, j'ai envie de dire, réaliser que l'épisode inflationniste qu'on commente là est derrière nous et peut-être consommer davantage, à supposer évidemment que la politique soit moins anxiogène et plus lisible que ce qu'elle est actuellement. Et c'est un euphémisme. Oui. Alors, ça, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire qu'effectivement, comme vous l'avez dit, je pense que les ménages commencent à sentir le fait qu'on n'a plus la dérive inflationniste qu'on a connue.
Ce qui veut dire, que pour autant, on n'a pas effacé cette marche d'escalier dont on parlait. Et qu'on n'effacera jamais, je veux dire. Et qu'on n'effacera pas. Le seul fait de l'effacer, c'est le rattrapage progressif des salaires. Il faut que les salaires augmentent plus vite que l'inflation pendant plusieurs années pour récupérer les pertes de salaire réel. Voilà, de pouvoir d'achat. Donc c'est la question comment les salaires vont se cranter sur l'avenir. Et puis deuxième point, c'est que cette épargne élevée des ménages que vous soulignez là, on est à plus de 18%. Contre une moyenne historique plutôt à 14,5. Ah oui, il y a 4 points de plus. Il y a 3,5 points, c'est beaucoup. Ah c'est beaucoup. Oui, ça fait plusieurs dizaines de milliards par an qui sont épargnés plutôt que consommés. Je rappelle juste, les États-Unis sont à moins de 5% un taux d'épargne. Donc c'est quand même assez intéressant de voir la dynamique. Et c'est vrai que les ménages français, d'ailleurs c'est aussi une grande question pour 2025, c'est qu'on attend dans le scénario de croissance une reprise de la consommation en partie tirée par la baisse de l'épargne. Or, la question, c'est qu'effectivement, vous avez une normalisation de l'inflation et de la politique monétaire, parce que les taux baissent. Donc ça va plutôt dans le bon sens. Voilà. De l'autre côté. Mais dans l'autre sens, la politique. Voilà, l'incertitude, politique budgétaire, instabilité politique. On est en croissance zéro, on se parle en France. Alors sur le 4e trimestre, a priori, oui. Mais ça, c'est déjà presque le passé. Mais on va et sur le premier trimestre, on ne sait pas. Au premier trimestre, on a une légère croissance positive. Mais en fait, la vraie difficulté aujourd'hui, c'est de faire des prévisions avec cette incertitude. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui est difficilement quantifiable. Autant vous savez ce que fait la monnaie, par exemple. Mais qu'on ait un budget ou pas, ça ne fait pas passer la croissance de 0 à 3%, je veux dire. Non, mais vous êtes, quand on parle de récession, c'est des dixièmes de points. C'est-à-dire qu'entre 0 et moins 0,1 ou moins 0,2, c'est pas exactement la même chose. On est dans l'épaisseur du trait, mais on est autour de 0, voire 0+. La France est à l'arrêt en termes d'activité. On est en stagnation. On est en stagnation. Donc la question, c'est effectivement quelle politique budgétaire et est-ce que cette situation-là, si on adopte un budget, est-ce que ça va débloquer les comportements, y compris les comportements d'épargne ? Une fois de plus, si l'épargne passe de 18 à 17%, un point de taux d'épargne, ça soutient la consommation. Mais ce budget, ce sont des efforts. C'est à la fois plus d'impôts pour les sociétés, plus d'impôts pour les plus riches, des économies, nous a dit le nouveau ministre de l'économie, Lombard, donc je ne vois pas en quoi ça soutient l'activité. Alors, nous, ce qu'on montrait, mais c'était en octobre, lors de l'examen du projet de loi de finances, voilà, c'était presque une autre période historique. Le temps passe vite en ce moment. Bref, avec tout ce qui se passe, il faut savoir qu'en fait, nous, notre scénario, c'était que le projet de loi de finances amputait la croissance de 0,8 points. Mais qu'à côté de ça, la politique monétaire en rapportait plus 0,4 quand même. Donc il y avait un effet ça, on l'a toujours, les plus 0,4 de la politique monétaire, on l'a toujours. Alors, ça. Sauf si la prime de risque augmente un peu, s'il y a moins de transmission de politique monétaire, des choses comme ça. Si jamais la situation se bloque, imaginons qu'on ait une nouvelle censure du budget, vous ne savez pas ce qui peut se passer vraiment sur les taux. C'est pas évident. Les Français qui sont à 3,20, 3,25 aujourd'hui. On est à 0,80 je crois de spread. La question c'est que est-ce que ce spread peut-il encore augmenter premièrement, ou est-ce qu'il va baisser? Et puis après, comment il se transmet au taux privé aussi. C'est-à-dire que la baisse de la politique monétaire, elle marche aussi si vous n'avez pas une prime de risque particulière sur votre pays. Qui pourrait mordre et manger à l'inverse cet effet-là. Donc ça, c'est voilà. Et le budget effectivement va consolider et mordre sur la croissance négativement. Mais par contre, la levée de l'incertitude peut donner un peu d'oxygène. Et ce qu'on disait, nous, c'est que quand même, vous aviez une baisse progressive de ce taux d'épargne qui jouait, une baisse des taux d'intérêt qui amortissait quand même un peu les chocs. Ce qui fait qu'on avait une croissance à 0,8. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous, ce qu'on peut anticiper là, c'est qu'on peut, le 0,8, il est pour pas... moi, c'est un plafond, le 0,8%. Le 0,8, personnel. Oui, voilà. Le 0,8, la question, c'est est-ce qu'il est encore d'actualité ou pas, premièrement. Mais en plus, le 0,8, le problème, c'est qu'il peut être un 0,8 avec peu de consolidation budgétaire. C'est-à-dire que le 0,8 qu'on avait, nous, la contrepartie, c'était la baisse des déficits. On finissait à 5,3. Le risque aujourd'hui, c'est qu'on est 0,8 sans baisse du déficit. Vous voyez? Et ça, c'est beaucoup plus embêtant parce que quelque part, une croissance faible, mais qui est liée à un sacrifice budgétaire quelque part pour redresser les comptes publics, à la limite, c'est une force de transition, c'est un passage. Là, si vous avez une croissance faible parce qu'il y a de l'incertitude, de l'inquiétude, il n'y a pas d'investissement, mais qu'en plus vous ne réduisez pas les déficits, alors là, vous perdez sur les deux plans. Bon, et juste sur l'inflation, l'INSEE nous dit a priori on va aller vers 1% d'inflation cet été au mois de juin. On pourrait y être, on pourrait être plus bas encore que j'ai vu le pétrole, on est à 70 $ le baril. Alors il faut, une bonne nouvelle pour les ménages aussi. Une bonne nouvelle, oui. C'est-à-dire que d'abord le prix de l'énergie peut continuer à baisser. Et qu'en plus, les tarifs d'électricité, parce qu'il n'y a pas eu de budget, vont baisser encore plus que ce qui était prévu. C'est-à-dire qu'on devait avoir 9%, finalement, les tarifs d'électricité réglementés seraient plutôt à 14%. Ce qui n'est pas rien. Ce qui n'est pas rien. On voit qu'on est plutôt sur un plateau sur l'alimentaire. Donc la question, c'est effectivement comment les services, la dynamique des services va continuer, sachant qu'il y a un peu de réévaluation
sur certains services de santé, notamment avec les tarifs, les honoraires des médecins, etc. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour les Français, pour nous tous, d'avoir une inflation qui va vers 1%. En fait, oui, pourquoi? Enfin, à court terme, en tout cas. À moyen terme, c'est plus embêtant. Mais à court terme, ce qui est plutôt bon, c'est que c'est en fait plutôt cette inflation importée ou l'inflation de l'énergie qui baisse, en réalité. Le problème, c'est que par contre, ce qu'on voit, c'est que la dynamique des salaires est faible, en réalité. Et c'est pour ça qu'on n'a pas vraiment d'effet de second tour, c'est que les salaires sont quand même assez peu dynamiques. Et ça pose un autre problème, c'est qu'à un moment donné, avoir trop d'inflation, c'est un problème, mais avoir une inflation trop basse, c'est un autre problème. Et il ne faut pas basculer dans la déflation. On reparlera de pression déflationniste peut-être dans les prochains mois. Bien sûr, bien sûr. C'est avec une consolidation budgétaire importante, avec un on n'est jamais content, il y a trop d'inflation, pas assez. On n'est jamais content, mais la situation est inquiétante et on n'est jamais content parce qu'il faut avoir une inflation un peu plus élevée mais maîtrisée. Mais ça facilite aussi les ajustements budgétaires. Une inflation basse, c'est aussi moins de recettes fiscales. Hein. Donc oui, mais c'est aussi des... moins d'indexation, etc. Oui. Mais sauf sur les ajustements budgétaires, par rapport aux charges d'intérêt, c'est quand même assez important. Les pays qui ont une faible inflation sont des pays qui ont du mal à maîtriser leurs comptes publics. Donc d'ailleurs, même Olivier Blanchard, hein, qui fait partie... Enfin, on a couru, on va dire, d'économiste, enfin, ancien chef FMI, donc assez réputé, plaidait, lui, pour une nouvelle cible d'inflation plus élevée, en disant, aujourd'hui, au regard du contexte de la transition écologique, de la décarbonation... C'est pas d'actualité quand on interroge les questions de dette, etc. Effectivement, avoir un peu plus d'inflation, si c'est de l'inflation domestique et pas importée, c'est pas forcément une mauvaise chose, quoi, voilà. Allez, merci beaucoup. Explication signée Mathieu Plein, directeur adjoint du département analyse et prévision de la FCE, et encore tous mes voeux. Merci, David, et bonne année. Ouais.